Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud Azure MVP et fondateur de la société GrowUna. Ce nouvel épisode sera l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 5 qui s'étale du 27 janvier au 2 février. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Alors aujourd'hui au sommaire, nous allons évidemment parler des articles de la semaine, nous enchaînerons avec les annonces en JA, les annonces en preview et nous terminerons par les décommissions. Petit rappel habituel, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différentes plateformes de Microsoft. Débutons nos articles en parlant un peu de sécurité en faisant une petite rétrospective. La fin d'année 2024 a été marquée par une intensification des attaques par déni de services distribués, que vous connaissez sous l'acronyme DDoS. Une menace visant à rendre indisponibles des services en ligne en les submergeant de trafic illégitime. Plusieurs tendances ont émergé, des attaques commandées via des plateformes accessibles à tous, des botnets manipulés par des hackers débutants ou encore des offensives motivées par des raisons politiques. Chaque jour, les infrastructures d'Azure doivent faire face à environ 3800 attaques, dont une partie atteint des millions de paquets par seconde. Une attaque particulièrement massive liée au botnet Typhon a même visé des services de jeux en ligne avec un pic de 125 millions de paquets par seconde, mais elle a été intégralement bloquée. Les méthodes d'attaque évoluent également. En effet, les cybercriminels, autrefois focalisés sur les attaques UDP, privilégient désormais les attaques TCP, affectant directement les applications web et les services critiques. Ces tactiques sont rapides, avec 49% des attaques durant moins de 5 minutes, ce qui rend essentiel le déclenchement immédiat de mesures de défense. Un autre phénomène inquiétant est la montée des services DDoS à la demande. Accessibles sur des forums criminels, ces plateformes permettent pour quelques dollars seulement à n'importe qui de lancer des attaques sophistiquées. Les forces de l'ordre ont certes mené des opérations, fermant plusieurs de ces sites, mais le problème évidemment persiste. Vous vous en doutez, pour 2025, la vigilance reste de mise. Les entreprises doivent se préparer en renforçant leur défense avec des stratégies multiniveaux. Par exemple, combiner la protection réseau Azure DDoS Protection, couche 3 et 4 du modèle réseau, avec un pare-feu d'application Azure WAF, qui lui fait partie de la couche 7 et qui permet de contrer divers types d'attaques. Il est aussi essentiel d'identifier les applications exposées sur Internet, de surveiller leur comportement normal et de simuler régulièrement des attaques pour tester les réponses de sécurité. Les entreprises équipées de services Azure DDoS Protection peuvent bénéficier d'une surveillance en temps réel, d'alertes automatiques et d'un accompagnement spécialisé via l'équipe Azure DDoS Rapid Response. Alors juste une petite information, si vous comptez vous amuser à tester votre application, prévoyez quand même de prévenir votre équipe sécurité, ça pourrait leur éviter des sueurs froides. Ces pratiques garantissent une meilleure résilience face à des menaces numériques toujours plus complexes. En somme, la clé pour protéger des services est de rester en alerte, d'améliorer continuellement ces mécanismes de défense et de tirer parti des solutions adaptées aux risques modernes. Enchaînons maintenant avec de l'intelligence artificielle. Comme vous l'avez probablement entendu cette semaine, l'actualité autour de l'IA est en émoi. Azure OpenAI Service propose désormais le modèle O3 Mini qui apporte des améliorations significatives par rapport à son prédécesseur O1 Mini. Ce modèle permet de réaliser des économies tout en offrant une meilleure capacité de raisonnement et une réactivité améliorée. Listons ensemble quelques exemples concrets ainsi que certaines fonctionnalités. Numéro 1, le contrôle du raisonnement. Il est désormais possible de régler le niveau de réflexion du modèle à faible, moyen ou élevé. Par exemple, dans une application de support client, on peut choisir un raisonnement rapide pour des questions simples ou plus approfondies pour des cas complexes. Numéro 2, les sorties structurées.
Ce nouveau modèle peut générer des réponses sous forme de JSON, ce qui est utile pour automatiser les workflows. Par exemple, une entreprise peut automatiquement organiser des rapports ou des données au format attendu par des systèmes internes. Numéro 3, une prise en charge des outils. Le modèle O3 Mini s'intègre facilement avec des outils externes, facilitant l'automatisation. Imaginez un outil d'IA détectant les transactions suspectes dans une banque et déclenchant directement une alerte. Numéro 4, les messages aux développeurs. Une nouvelle méthode de gestion des instructions rend la communication avec le modèle plus flexible, ce qui aide les développeurs à mieux personnaliser leurs réponses de l'IA. Numéro 5, des performances en codage et mathématiques. O3 Mini est optimisé pour des tâches complexes comme l'analyse de données, le développement d'applications ou la résolution de problèmes scientifiques. Contrairement à O1 Mini, O3 Mini propose des fonctionnalités avancées telles que le contrôle de raisonnement des réponses structurées et la prise en charge des outils rendant le modèle plus adapté aux environnements de production. Avec des temps de réponse plus rapides et une meilleure maîtrise des coûts, ce modèle aide les entreprises à faire évoluer leur application d'IA tout en restant performante et fiable. Alors n'hésitez pas à le tester et bénéficier de ces améliorations. Toujours du côté de l'IA, vous avez certainement entendu parler la semaine dernière de DeepSeek R1. Alors pour ceux qui ont raté l'info, la société chinoise DeepSeek propose son IA éponyme DeepSeek R1. D'ailleurs, de nombreuses critiques entourent DeepSeek R1, notamment d'un point de vue sécurité, où il semblerait que les développeurs aient négligé quelque peu cette partie. Et ce qui m'étonne un peu aujourd'hui, c'est que Microsoft annonce l'arrivée de cette IA au sein de Azure Foundry et de GitHub. Pour rappel, la plateforme Azure AI Foundry regroupe déjà plus de 1800 modèles d'IA, allant de l'open source aux modèles spécialisés pour des secteurs d'activité bien précis. Azure AI Foundry permet ainsi aux entreprises d'adopter rapidement des solutions d'IA, tout en maintenant des standards élevés en matière de sécurité, de performance et de conformité. Avec DeepSeek R1, les développeurs peuvent expérimenter, tester et intégrer l'IA dans leurs projets beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Imaginons par exemple une entreprise qui souhaite optimiser son service client avec des agents virtuels. Grâce à ce modèle, elle peut tester différentes configurations de dialogue, analyser les performances et ajuster le modèle en temps réel sans nécessiter de lourds investissements en infrastructure. Selon Microsoft, les modèles comme DeepSeek R1 subissent des évaluations approfondies pour détecter d'éventuels comportements à risque. Alors là, pour le coup, j'ai un petit doute, mais bon. De plus, des systèmes de filtrage de contenu sont activés par défaut, garantissant que les applications restent conformes aux bonnes pratiques de sécurité. Évidemment, rien ne vous empêche de la tester, bien au contraire, en étant vigilant aux données que vous allez lui fournir. Les utilisateurs peuvent accéder à DeepSeek R1 via le catalogue de modèles d'Azure AI Foundry. Une fois sélectionné, le modèle peut être rapidement déployé en obtenant une API d'inférence, ce qui permet de tester directement les fonctionnalités dans un espace de démonstration. Pour ceux qui préfèrent une approche plus technique, des ressources détaillées sont disponibles sur GitHub. Alors n'hésitez pas à nous faire un petit feedback une fois que vous aurez testé ce nouveau modèle. Terminons les articles par l'apparition d'un nouveau podcast, à savoir Leading the Shift, consacré à Azure. Ce dernier met en avant les opportunités offertes par les données, l'intelligence artificielle et les technologies cloud à travers des témoignages de dirigeants, développeurs, data scientists et des experts de différents secteurs. Les discussions portent sur les innovations possibles, les bonnes pratiques à adopter, ainsi que les défis liés à ces technologies. De nombreux sujets ont déjà été abordés. Perry Hewitt de data.org explique comment son organisation utilise les données pour résoudre des enjeux sociaux majeurs. Par exemple, en Inde, des projets luttent contre les idées reçues sur la santé des femmes, tandis qu'au Chili, des formations améliorent les compétences des migrantes vénézuéliennes. L'idée centrale est de co-créer des solutions avec les communautés locales pour avoir un impact concret. Robbie Ingebretsen de Pixel Lab décrit un projet mêlant musique et IA développé pour l'album Moon Music de Coldplay. Les fans peuvent créer leur propre remix du film associé basé sur leurs préférences personnelles. Ce projet illustre comment l'IA et la co-création
permettent d'offrir de nouvelles expériences interactives dans l'industrie musicale. Shirley Zelker de Dentsu partage son expérience, quant à elle, sur l'évolution des données qui sont passées d'un rôle technique en coulisses à un enjeu stratégique. Elle aborde des concepts tels que les données synthétiques et l'analyse avancée des comportements clients. Ces innovations permettent de mieux comprendre les besoins des consommateurs tout en respectant la confidentialité. Et enfin, Teresa Tung d'Accenture met en avant la valeur des données internes des entreprises, notamment pour alimenter l'IA générative. Elle explique comment ces données peuvent offrir un avantage concurrentiel, en particulier grâce à des simulations basées sur des scénarios sensibles, tout en maintenant des pratiques de gouvernance rigoureuses. En fait, chaque épisode de Leading the Shift explore ces enjeux technologiques sous un angle pratique, en partageant des exemples concrets, des conseils et des retours d'expérience. Ces échanges permettent de mieux comprendre comment les données et l'IA transforment les entreprises et la société en ouvrant de nouvelles perspectives d'innovation et de collaboration. Alors pour ma part, je n'ai pas encore eu le temps de jeter un œil aux épisodes, mais c'est prévu sur ma to-do list. En tout cas, je mettrai en lien le podcast vers la chaîne YouTube. Eh bien, nous pouvons enchaîner maintenant avec les annonces en JA et nous n'en aurons que 2 pour aujourd'hui. La première concerne le service Azure Red Hat OpenShift qui continue son expansion puisqu'il débarque dans la région Spain centrale, ce qui permet de renforcer la présence du service en Europe. La seconde annonce concerne le service Azure SQL Database et plus particulièrement le mode Hyperscale. En effet, ce dernier s'agrémente de la fonctionnalité Shrink, ce qui vous permettra de récupérer de l'espace inutilisé au sein de vos bases de données et donc de faire des économies. Pour cela, 2 commandes sont à votre disposition, à savoir dbcc Shrink Database et dbcc Shrink File. Écoutez, c'est terminé pour les annonces en JA, je vous propose de passer à celles en preview. La première concerne le service Azure Dev Test Labs qui propose la très attendue fonctionnalité d'hibernation. Vous l'aurez compris, cela permet de stopper une VM en conservant son état en mémoire comme si elle était en pause. Cela apporte 2 avantages. Le premier, un redémarrage plus rapide de vos VM avec ce que vous étiez en train de faire lors de l'arrêt, mais aussi et surtout d'un point de vue financier, puisqu'en mode hibernation, vous ne payez pas le calcul de votre VM comme lorsque celle-ci est en mode deallocated. Toujours sur le service Azure Dev Test Lab, qui annonce une prise en charge améliorée des VM de génération 2. Ces dernières proposent des fonctionnalités non prises en charge par les VM de génération 1, évidemment, comme les extensions Intel Software Guard ou encore la mémoire persistante virtualisée. Le service Azure Monitor continue également son évolution avec l'intégration de Performance Diagnostics pour les VM. Ce menu apparaît dans l'onglet VM Overview Monitoring et devrait vous aider à résoudre les problèmes liés aux performances. À tester pour voir si la promesse est vraiment au rendez-vous. Et parlons maintenant de stockage pour la dernière annonce en preview qui concerne le service qu'on évoque assez peu, à savoir Azure Databox. L'équipe produit annonce en effet 2 nouveaux équipements de nouvelle génération compacts basés sur la technologie NVMe. Le premier propose un espace de stockage de 120 Tera, quant au second, il propose un espace de 525 Tera. Pour rappel, le NVMe ou Non-Volatile Memory Express est un protocole de transfert qui offre un accès rapide aux données depuis des périphériques de stockage de mémoire flash. Ces 2 nouvelles bêtes de course proposent ainsi des transferts à grande vitesse, un format plus compact qu'auparavant, une résilience et une sécurité renforcées. Et surtout, ce service sera disponible dans davantage de régions qu'il ne l'est actuellement. Eh bien, c'est terminé pour les annonces en preview. Je vous propose de terminer cet épisode par la seule décommission. Cette dernière concerne Azure HD Insight et qui ne supportera plus le protocole TLS en version 1.1. Ne vous restera donc plus qu'à migrer vers la version 1.2. Eh bien voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très bientôt.